alla presenza di 2 psichiatri precedentemente. Allora, il professor Martì è stato past president del SILA, del Collegio Internazionale dell'Adolescenza, e quindi gli lascio con grande piacere la parola per questo ultimo sviluppo dei contenuti della mattina. Prego, François. Merci beaucoup, Massimo. Je voudrais à mon tour remercier toutes les personnes qui ont organisé ce colloque et qui nous ont accueillis, en commençant bien sûr par Madame la Présidente de l'association Amico Charlie, Maria Grazia Zanabini, et également nos deux Alexandra Granata et Alexandra Averi, et vous aussi, cher professeur Massimo Clerici. Pour nous, c'est un grand plaisir de venir échanger avec vous, tant nous pensons que les échanges internationaux sont aujourd'hui de rigueur pour comprendre les problématiques des adolescents en particulier. Et c'est la vocation du Collège international de l'adolescence de fédérer, de réunir, de rassembler l'ensemble des collègues qui sont intéressés par ces problématiques psychopathologiques, psychiatriques, concernant l'adolescence. Il y a 15 jours, nous étions à Rio de Janeiro, puis à Buenos Aires, pour rencontrer d'autres collègues comme vous, qui sont intéressés et confrontés à des problématiques de psychopathologie importantes concernant les adolescents. Nous travaillons avec une vingtaine de pays dans le monde autour de ces questions d'adolescence. Et je crois que ça fait partie aussi de la vocation de l'association Amico Charlie, de nouer des relations internationales pour essayer d'élargir nos points de vue, les confronter, raconter comment nous nous y prenons, chacun dans nos cultures, dans nos lieux de travail, avec ces problèmes de santé publique, puisqu'aujourd'hui on va parler des tentatives de suicide à l'adolescence. Je voulais rappeler ces éléments parce qu'ils nous paraissent fondamentaux aujourd'hui pour avancer dans la compréhension des problématiques psychopathologiques de l'adolescence. Le Collège international de l'adolescence a centré son approche sur l'idée qu'il y avait une spécificité des modes de fonctionnement sur le plan psychique au moment de l'adolescence. Que l'adolescence, ce n'est pas simplement un enfant qui grandit, que l'adolescence ne se situe pas seulement dans la continuité développementale de l'enfant, que ça n'est pas non plus un adulte jeune, mais c'est un être certainement en développement, dans une période intermédiaire, certainement entre l'enfance et l'âge adulte, mais qui connaît des spécificités dans son mode d'organisation pour faire face à un événement singulier, unique dans l'histoire d'un sujet, qui est la puberté. Et pour nous, l'adolescence constitue un travail psychique dont la fonction est d'accompagner les transformations pubertaires, accompagner pour donner sens à ce qui se produit au moment de l'adolescence et qui bouscule, parfois désorganise, l'enfant devenant adolescent. Et c'est justement pour lutter contre cette désorganisation, cette déstructuration même parfois, que ce travail psychique est exigé, une exigence.
qui transforme ce que l'adolescent lui-même peut éprouver comme une violence qui lui est faite. On peut comprendre l'essentiel des modalités psychopathologiques à l'adolescence comme des expressions de ce travail insuffisant qu'opèrent les adolescents pour faire face à cette violence interne que représente la puberté. Et la tentative de suicide, les suicides, constituent un des nombreux exemples de ces difficultés que rencontrent certains adolescents pour faire face à cette violence interne. Alors, comme Annie Biro tout à l'heure, en mettant l'accent sur les idéations suicidaires, ou Didier Doru avec l'exposé qu'il a consacré à la question de la haine, de soi en particulier, on voit bien tous les enjeux de destructivité qu'il y a au moment de l'adolescence et combien précisément la violence de la destructivité potentielle qui se manifeste au moment de la puberté doit être transformée, doit être travaillée pour orienter cette énergie pulsionnelle vers d'autres buts que le retournement contre soi de cette violence destructrice. Il est certain que lorsque on s'intéresse à la question de la prévention, on est confronté à une difficulté redoutable, en particulier pour ce qui concerne la prévention du suicide, parce que, par définition, je dirais, les conduites humaines autodestructrices sont rarement prédictibles, sont rarement prévisibles. Comment prévenir alors une violence imprévisible? Il me semble que nos réflexions doivent nous conduire à prendre la mesure de la fragilité narcissique que constitue le fait même de devenir adolescent. Fragilité narcissique qui déconstruit en grande partie les édifices de l'enfance. Annie Biro et l'ensemble des collègues du Collège international de l'adolescence met l'accent, Annie Biro met l'accent sur le corps, sur l'importance du corps à l'adolescence. Et je crois qu'en effet, le corps est le sujet majeur de l'adolescence. Le corps érotique, pas simplement le corps biologique, le corps fantasmatique, le corps qui préoccupe l'adolescent avec tous les éprouvés, toute la sensorialité qui accompagne les transformations pubertaires, avec toute l'activité fantasmatique aussi qui se fait jour au moment de l'adolescence. Et donc prévenir, c'est peut-être d'abord prendre la mesure de la nouveauté, de l'importance de cette activité inédite qui se déploie au moment de l'entrée en puberté et qui fragilise narcissiquement ces enfants devenant adolescents. Prévenir, c'est peut-être en tant qu'adulte être là, présent, à côté de ces adolescents, surtout lorsque ces adolescents manifestent par un certain nombre de conduites qui nous préoccupent. Eh bien, lorsque ces adolescents manifestent leur difficulté à intégrer psychiquement
la violence de ces transformations qui les débordent. Parce que pour nous, l'adolescence, c'est d'abord représentée, on pourrait dire, par un afflux d'excitation. Un afflux d'excitation qui a pour tendance de déborder les mécanismes de défense, les constructions antérieures, les parexcitations que l'enfant a établies ou n'a pas établies pendant son enfance. Et il est certain que les adolescents qui sont le plus en danger, ce sont les enfants qu'ils ont été et qui n'ont pas pu construire ces protections au moment en particulier de la période de latence, mais aussi dès les premiers échanges dans l'interaction avec l'environnement familial, l'environnement maternel, où à la fois l'enfant éprouve le plaisir de la relation, le plaisir du contact de peau à peau, le plaisir d'être reconnu aussi dans sa fonction de sujet par l'environnement. Eh bien, les adolescents les plus en difficulté, ce sont ceux qui n'ont pas pu intégrer ces expériences précoces de relations qui les fondent comme sujet. Ce sont ceux qui n'ont pas pu, pendant la période de latence, mettre en place des digues protectrices contre ces sortes de tsunamis que représente la puberté et les fantasmes pubertaires qui les accompagnent. On voit comment ces adolescents sont débordés par ces afflux d'excitation et combien ils ressentent ce qui leur arrive comme des attaques internes, comme des ennemis intérieurs dont il faut à tout prix se débarrasser. Faute de pouvoir négocier avec ces attaques internes, eh bien ces adolescents auront tendance à trouver un certain nombre de mécanismes de défense dont le plus typique est celui de la projection. Projeter à l'extérieur de soi, projeter sur les objets externes, en particulier les objets parentaux, projeter sur ces objets la haine, dont parlait Didier, la destructivité, la violence, qu'ils n'arrivent pas à contenir, qu'ils n'arrivent pas à élaborer, à métaboliser, à transformer, eh bien ils s'en débarrassent en projetant sur ces objets externes et même en attribuant à ces objets externes le sens et le contenu de ce qui est en eux. Bien sûr, c'est le mouvement de l'identification projective, c'est un mouvement aussi de projection paranoïde qui consiste à attribuer à l'autre ce qui est en soi. D'où cette impression que peuvent vivre les adolescents d'être persécutés, de recevoir de l'extérieur quelque chose qui est en eux. D'où aussi ces mouvements de renversement de l'activité pulsionnelle. La haine, c'est un des destins de l'activité pulsionnelle. Ce retournement contre soi, c'est aussi un des destins de l'activité pulsionnelle, qui peut se traduire par des attaques du corps propre, comme une sorte de punition infligée à soi par rapport à l'agressivité destinée à l'autre, mais non assumée comme telle. Parce que je crois qu'un des drames de ces attaques auto-agressives tient au fait que l'adolescent ne peut pas se sentir responsable de ses actes et de ses pensées, qu'il les attribue aux autres, qu'il s'en défausse, qu'il s'en défend. Et lorsque le sentiment de la responsabilité l'effleure, eh bien ce sentiment de la responsabilité s'accompagne de la culpabilité. Et la culpabilité joue un très grand rôle dans les tentatives de suicide. Mais cette culpabilité n'est pas névrotisée, elle n'est pas conflictualisée, elle ne rencontre pas l'ambivalence des sentiments.
elle ne rencontre pas le destin aussi possible de cette culpabilité qui est le refoulement. L'agir devient le mode de défense privilégié. Agir pour éviter de se sentir agi. Être dans l'action pour se protéger contre la menace que représente la sensation d'être agi par sa puberté ou d'être agi par l'autre à qui on attribue ses propres sentiments. Dans cette confusion des sentiments, cher Stefan Zweig, puisqu'on reste dans les références culturelles, après le jeune Werther, et puis Bach et autres, rapportés par notre ami Didier, eh bien, cette confusion des sentiments est une confusion des espaces psychiques, confusion de ce qui est en moi, de ce qui est en l'autre, confusion des limites même de mon propre corps, puisque l'adolescence consiste aussi à s'approprier ce corps changeant. Et peut-être que les attaques du corps propre, peut-être que certaines automutilations, certaines scarifications, certains tatouages, certains piercings sont des tentatives d'appropriation subjective d'un corps vécu comme un corps étranger. Peut-être même que dans certains cas, certaines tentatives de suicide constituent des modalités d'appropriation d'un corps vécu comme un corps persécuteur et étranger. Alors, peut-être que quand on dit tout cela, on doit avoir en tête que les tentatives de suicide qui se multiplient au moment de l'adolescence, il y a beaucoup de tentatives de suicide au moment de l'adolescence. Il y en a presque autant que chez les personnes âgées. Mais heureusement, il y a beaucoup moins de réussites de suicide que chez les personnes âgées. Mais chaque année, 40 000 adolescents et adolescentes sont hospitalisés en France suite à des tentatives de suicide. Les garçons réussissent plus leur suicide que les filles. Les garçons attaquent l'enveloppe du corps. Ils la projettent dans l'espace. Ils la percent. Ils utilisent des méthodes plus violentes que les filles qui, elles, attaquent l'intérieur du corps. L'ingestion médicamenteuse étant le recours le plus fréquent pour les filles. Mais ces tentatives de suicide violentes, je dirais explicites, ne doivent pas laisser dans l'ombre d'autres modalités de suicide psychique, comme par exemple l'anorexie. L'anorexie mentale de la jeune fille est une forme insidieuse de suicide. C'est une forme d'autodestructivité qui vise là aussi, comme peut-être beaucoup de tentatives de suicide, le corps pubère, ce corps érotique pubère qui est menaçant et dont l'anorexique cherche manifestement à se débarrasser en l'attaquant, en le détruisant. Mais dire tout cela, c'est dire aussi combien donc ces tentatives de suicide au moment de l'adolescence sont très différentes de celles qui se produisent à l'âge adulte. Je citais Stefan Zweig, la confusion des sentiments, mais voilà un exemple de quelqu'un qui s'est suicidé, qui est passé à l'acte, à un moment où il pensait que le monde entier allait basculer du côté du fascisme, du nazisme. Et on voit bien dans ce geste désespéré un sursaut, au contraire, pour rester vivant. Mieux vaut mourir vivant que d'être tué par l'autre. Il est possible, quelque part, que pour certains adolescents, ce soit aussi un calcul qui soit fait. Toujours ce souci de l'activité,
pour lutter contre la menace de la passivité. L'adolescence réussie, c'est celle qui peut composer avec la passivité, qui peut tolérer la passivité, qui peut tolérer d'attendre que ça se passe. Et l'adolescence compliquée est souvent liée au recours à l'acte, à l'activité pour se défendre de la peur, de la menace que représente la passivité. Et peut-être que dans certaines tentatives de suicide, l'acte suicidaire est l'ultime recours qu'a trouvé le sujet pour ne pas être effondré en restant passif face à la menace que représente un envahissement de la vie psychique par des sentiments trop persécuteurs, trop destructeurs, par une difficulté majeure à conflictualiser ce qui se passe en soi, à intérioriser ces conflits, plutôt que de les externaliser. Parce que la haine de l'autre, comme le rappelait Didier, la haine tout court est première, comme le rappelait Freud. Elle précède l'amour. Peut-être même que pour pouvoir aimer, il faut pouvoir détruire. Mais à condition que cette expérience-là ne se réalise pas dans la réalité et qu'elle s'intériorise. Et qu'au fond, ça soit la voie pour introjecter les bons objets, pour mettre à l'intérieur de soi les objets qui sont si nécessaires à la vie psychique et à la vie de relation. Faute de pouvoir intérioriser ces objets, faute de pouvoir composer avec l'ambivalence, faute de pouvoir cliver même, il y a des clivages qui sont nécessaires, eh bien ces adolescents entraînent avec eux l'ensemble de leur monde. Et ce qui est visé, comme c'était rappelé aussi par Annie Biro tout à l'heure, n'est pas nécessairement la mort elle-même, la disparition du sujet, mais plutôt d'en finir avec un conflit impossible, avec un conflit sans issue, avec une souffrance qui ne trouve pas d'autre solution que de tuer l'ensemble du problème et la personne avec. Je voudrais insister également sur un autre point qui concerne, Didier y a fait allusion tout à l'heure, la puissance des fantasmes qui s'organisent au moment de l'adolescence, et en particulier des fantasmes de toute puissance, qui sont des retours au fond de ce que le bébé vivait et qui sont réactivés au moment de l'adolescence, fantasmes de toute puissance qui peuvent aller jusqu'à ce qu'un auteur français, Racamier, appelait des fantasmes de non-fantasmes, des fantasmes d'auto-engendrement. On trouve fréquemment ces fantasmes d'auto-engendrement dans des problématiques suicidaires. Parce qu'au fantasme d'auto-engendrement correspond le fantasme d'auto-désengendrement. Je suis l'auteur de mes jours, je peux être aussi l'auteur de mes nuits. Je suis l'auteur de ma propre naissance, je peux être l'auteur de ma mort. L'idée d'une dette de vie, qui est une exigence aussi, de reconnaître qu'on doit sa vie à d'autres que soi-même, est un rempart puissant contre la tentation de la tentative de suicide. Mais lorsque ce recours à la dette est absent, alors il n'y a plus de limite. Et je suis l'auteur de mes jours, et donc je peux aussi me supprimer sans autre forme de procès. Mais il faut voir également que dans cette tentative de suicide, il y a une forte part de tentative de créer un sujet nouveau. Tentative, peut-être échec de créer un sujet nouveau. Mais il y a une quête pour trouver de nouveaux repères d'existence, pour trouver une nouvelle modalité d'être, de nouveaux repères identificatoires. Et on voit bien que ces repères identificatoires dépendent aussi en grande partie de la capacité de se lier aux autres, d'être en relation avec les autres.
Et donc là aussi, en termes de prévention, peut-être qu'on peut penser à l'attention qu'on doit porter à ce que aussi Annie Biro soulignait tout à l'heure, à savoir la solitude dans laquelle ces adolescents peuvent s'enfermer, peuvent dérouler en entretenant des fantasmes masochistes qui ne trouvent pas de solution parce qu'il n'y a pas d'issue vers l'autre. Et un sujet qui s'isole, un sujet qui se renferme, c'est un sujet qui va mal et c'est un sujet qui peut se déprimer. Alors pour finir sur ce registre très rapide de l'abord psychopathologique, on pourrait dire au fond que la tentative de suicide et le suicide constituent peut-être des voies mélancoliques dans le traitement d'un sujet extrêmement important au moment de l'adolescence, qui est la confrontation avec la perte, avec le sentiment de la perte. Perte des objets de l'enfance, perte du monde de l'enfance, perte du corps de l'enfance, perte de l'amour des parents de l'enfance. Et que cette négociation avec la perte prend parfois des tours mélancoliques au sens, je pense que Didier en a parlé aussi ce matin avec la haine, au sens au fond où le sujet, faute de pouvoir séparer ces objets de l'enfance de ces objets actuels, reporte sur lui-même, sur son propre moi, l'objet du deuil qu'il doit faire. Et vous savez bien que dans la mélancolie, eh bien justement, c'est le moi du sujet qui est endeuillé de lui-même et l'ombre de l'objet tombe sur le moi, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ce travail de deuil qui consiste à pouvoir survivre à la perte d'objets d'amour ou d'amour de la part des objets, eh bien, faute de pouvoir faire ce travail de deuil, c'est le sujet lui-même qui s'endeuille et qui sombre vers cette nuit terrible qu'est la mélancolie. Beaucoup de suicides, je pense, sont pris dans ces problématiques mélancoliques, dans ces échecs du travail de deuil. Voilà, pour terminer, pour terminer, je voudrais revenir sur non plus simplement des modalités de prévention, qui sont des préoccupations constantes, mais aussi des modalités de traitement. Voilà une trentaine d'années à peu près, peut-être 40 pour plus juste, les adolescents qui faisaient des tentatives de suicide étaient hospitalisés dans les services d'urgence. On leur prodiguait les soins nécessaires, les soins vitaux pour les tirer d'affaire. Et généralement, ils étaient reconduits chez eux après une hospitalisation, un temps d'hospitalisation assez court, avec l'idée qu'au fond, ce qui comptait, c'était de soigner leurs blessures physiques, et que l'urgence, elle était là. Certainement que l'urgence est là, mais elle est tout à fait insuffisante quand on constate le taux de récidive que constituent les tentatives de suicide et quand on constate aussi le risque létal qui augmente avec la répétition des tentatives. Il y a donc là une autre urgence, c'est celle de considérer que les soins somatiques, s'ils sont nécessaires, s'ils sont premiers, s'ils sont fondamentaux, ne sont pas suffisants. Et qu'on ne traite pas les tentatives de suicide uniquement par des soins physiques, somatiques. On traite cette tentative de suicide, même mineure, même insignifiante, en donnant du temps, en réinstaurant une temporalité psychique qui s'est comme effondrée dans l'acte suicidaire. L'acte suicidaire, c'est une tentative de couper un fil. Le traitement de tentatives de suicide, c'est de rétablir la continuité de ce fil, de rétablir dans un espace qui est construit pour cela, qui est fait de rencontres avec l'adolescent, avec sa famille,
parce qu'un adolescent tout seul, ça n'existe pas. Un adolescent qui se suicide, c'est un adolescent qui se suicide au milieu de sa famille, avec sa famille. Et donc le travail auprès de ces adolescents doit intégrer nécessairement cette dimension familiale, doit réinstaurer la dimension de la temporalité psychique qui a fait défaut dans l'acte suicidaire lui-même, qui est une sorte de fin de la temporalité. Il faut réouvrir cette temporalité pour réintroduire de la parole, comme sur l'affiche avec ce piercing sur la langue, qui me rappelle d'ailleurs une étudiante que j'avais en licence et qui faisait un exposé sur les piercings, et je m'apercevais à la fin de son exposé qu'elle avait un beau piercing sur la langue. Et je lui ai demandé, en m'en apercevant, mais pourquoi ? Et en me tirant la langue, elle m'a dit, c'est pour ma mère. C'est-à-dire que ce piercing traduit la nécessité pour certains adolescents de couper avec le sentiment d'une dépendance, avec l'environnement familial, avec les objets parentaux. Et que ce piercing insultant à l'adresse de la mère, c'était une façon de lui dire « Maintenant, tu ne peux plus rien pour moi, mon corps m'appartient ». Et si c'était, au fond, l'énigme que nous transmettaient les adolescents qui tentent de se suicider. Maintenant, mon corps m'appartient. Alors, je vous remercie. Grazie anche veramente a François per questo completamento degli interventi di questa mattina. Credo che tutto il discorso sull'autolesività come tentativo difficile, contrastato, fallito negli aspetti più gravi della riappropriazione del sé, del corpo, in questo che è veramente il filo portante di tutta la situazione di cui stiamo parlando oggi, sia una spinta decisamente rilevante per la riflessione di tutti.